Voilà. Donc, je déclare l'ouverture de la présente séance et je vous appelle par ordre de district. Donc, le district 1, Madame Josie Mayotte, est-ce que vous êtes présente? Oui, je suis présente, Madame la Présidente. District 2, Monsieur George Robinson, est-ce que vous êtes présent? Présent. Madame, District 3, Madame Denise Pelletier, êtes-vous présente? Bon. Madame District 4, Cécile Hainaut, êtes-vous présente? Oui, Madame la Présidente. District 5, Monsieur Éric Chartré, êtes-vous présent? Présent. District 6, Monsieur Sylvain Benoît, êtes-vous présent? Oui, bonjour Madame la Présidente et bonjour tout le monde. District 7, Monsieur Raymond Hainaut, vous êtes présent? Présent. District 8, Madame Jennifer Abillard. Oui, présente, Madame la Présidente. Présente. District 9, Monsieur Jean Langlois. Oui, présent. Alors, District 10, Monsieur Kevin Buteau. Présent, Madame la Présidente. District 11, Madame Chantal Routier. Présente, Madame la Présidente. Et District 12, Monsieur Stéphane Maccabé. Présent. Ça va. Et je reviens au District 3. Est-ce que Mme Denise Pelletier s'est jointe définitivement à nous? Denise, est-ce que... Bon, ben voilà. Là, pesez sur la bonne fonction, Mme Pelletier. Hein? Bon, alors là, on plonge. En fait, avant d'aller plus loin et de traiter l'ordre du jour, comme c'est un peu une séance, puis une période un peu particulière et pour le profit de ceux qui nous écouteront, alors j'inviterai le directeur général, M. Legault, à nous dresser, mais vraiment un portrait rapide, COVID-19, ville de Repentigny, et nous dire qu'est-ce qui se passe actuellement, parce nous en sommes. Nous en sommes, puis avec aussi le processus de déconfinement là, qui s'annonce à l'horizon. Effectivement. Donc, comme vous le savez tous, depuis la mi-mars, il y a une pause qui est imposée par le gouvernement du Québec qui affecte évidemment tous les organismes, incluant la ville de Repentigny. On travaille depuis ce temps à maintenir les services essentiels tels que prévus par les décrets et les arrêtés ministériels. Donc, services essentiels au niveau incendie, au niveau service de police, traitement des eaux, ramassage des ordures, évidemment, certains services également d'entretien au niveau des travaux publics. Cette façon de faire, cette crise nous amène donc des modifications dans nos façons de faire, justement, compte tenu de l'interdiction de tenir des rencontres. Ça nous amène des mesures exceptionnelles, notamment au niveau de la tenue des séances du Conseil. Je vous confirme que la séance de ce soir, comme celle du mois dernier, respecte l'ensemble des directives du ministère des Affaires municipales à cet effet. Vous le savez, dans la région du Grand Montréal, le plan de déconfinement tarde à se déployer, mais a quand même débuté. Depuis le 11 mai, l'ensemble des activités liées à la construction sont maintenant autorisées, ce qui a fait en sorte que, outre les activités essentielles dont je vous ai mentionné un peu plus tôt, ce sont toutes les activités qu'on retrouve aux travaux publics qui ont repris depuis lundi dernier. Ça se remet en marche au niveau des infrastructures avec la reprise des chantiers. Bien, les activités également sont reprises en totalité. Également à l'urbanisme, émission des permis et inspections. L'ensemble des activités dans ce service-là sont en cours. À partir du 25 mai, on s'attend que toutes les autres activités non essentielles puissent reprendre leur envol, sauf celles qui sont spécifiquement interdites par les arrêtés ministériels. Évidemment, je pense aux grandes manifestations qui réunissent des gens, donc les manifestations culturelles, les activités sportives, de loisirs, l'accès aux modules de jeu, les activités nautiques, les camps de jour, certaines activités culturelles également, bibliothèques et centres d'art. Par contre, on travaille avec les principales tables nationales et régionales, telles que l'UMQ, la Conférence des élus de la Nodière, pour obtenir, dans le fond, les conditions qui sont en train de se déployer pour
éventuellement revoir l'essentiel de ces activités, pouvoir se tenir. On pense au camp de jour, ce sont des services qui sont attendus par les familles de Repentigny et on est en attente incessamment des directives pour nous permettre de les tenir. Ce que je peux indiquer, dans le fond, aux membres du Conseil, c'est qu'on travaille quand même à livrer l'ensemble des projets, des activités qui ont été planifiées pour notre année 2020. Je pense notamment au niveau des grands chantiers. Notre PTI cette année comprenait une série de grands projets. Si vous promenez sur le territoire, déjà cette semaine, déjà depuis hier, certains chantiers ont débuté ou ont repris et on va être en mesure de maintenir pratiquement intégralement notre programmation. C'est sûr que ça va nous amener au printemps cet été à peut-être mettre les bouchées doubles. Pour la tenue des commissions. Je pense aux comités, aux commissions qui ont commencé à reprendre leurs activités. Le comité consultatif d'urbanisme a siégé la semaine dernière. Le CE a toujours poursuivi ses activités. La commission des grands projets qui va reprendre cette semaine. Et au cours des prochains jours, prochaines semaines, des activités des commissions vont reprendre. C'est sûr qu'on va avoir besoin pour réaliser notre programme de l'année 2020 de mettre les bouchées doubles, mais incessamment, dès qu'on aura les autorisations et au fur et à mesure où les activités vont pouvoir reprendre à partir du 25 mai, on vous tiendra informé, le conseil municipal, des activités qui reprendront à ce moment-là. Bien, merci beaucoup. Puis je m'adresse à l'ensemble des membres du conseil. C'est sûr que le plus tôt qu'on va savoir ou qu'on va être vraiment déconfiné, puis qu'on pourra peut-être se rencontrer, parce que c'est beau, là, le télétravail, puis les vidéoconférences, mais il n'y a rien comme de pouvoir échanger, puis surtout dans des séances de travail comme vous le faites dans les différentes commissions. Fait que c'est sûr que vous allez avoir un agenda certainement chargé quand on va reprendre, parce qu'on va avoir un petit peu on va avoir quelques semaines de travail de commission à reprendre. Mais ceci étant dit, ouverture de la séance, constat de quorum, adoption de l'ordre du jour. Monsieur Garceau, on n'a pas de modification à l'ordre du jour. Aucune modification. Donc, ça me prend un proposeur et un appuyeur. Je propose Cécile Hainaut. Donc, proposé par Mme Hainaut, appuyé Par Raymond. par Raymond Hainaut. Ça va? Période de questions destinées au public. Là, je me retourne du côté de M. Louis-André Garceau. Vous allez nous expliquer la procédure particulière qu'on a mis de l'avant depuis que le confinement nous oblige à tenir des séances non publiques. Comme il a été dit plus tôt, le ministère nous a imposé des règles pour la tenue des séances du Conseil, plus particulièrement le huis clos, mais a demandé aux municipalités quand même de mettre sur pied un processus qui fait en sorte que les citoyens peuvent participer à la période de questions. Ce qui a été choisi et arrêté ici, c'est que les citoyens peuvent s'adresser au Conseil par le courriel. Donc, depuis vendredi jusqu'à aujourd'hui, 16h30, les citoyens sont invités via le site Internet à l'adresse contact à nous rejoindre pour poser la question. Ce qu'on fait par la suite, c'est qu'on analyse et qu'on répond de façon personnalisée à chacun qui aura transmis un courriel à l'attention des membres du Conseil. Vous avez reçu pour la séance précédente les questions qui ont été posées et les réponses. Pour ce soir, on a reçu en fait une question d'une personne qui, elle, était préoccupée par tout l'aspect entourant la tenue des camps de jour pour cet été. À ce sujet-là, je vous invite peut-être à regarder le communiqué qui est sur le site Internet qui a été déposé aujourd'hui. En fait, on se prépare, comme le directeur général l'a dit tantôt, à mettre en place un camp de jour qui va respecter l'ensemble des règles qui seront émises par la santé publique et le ministère. Donc, c'est à suivre via le site Internet et ça devrait évoluer assez rapidement au cours des prochains jours. Merci. Alors, on a pris l'habitude de répondre aux personnes qui s'adressent à nous par cette nouvelle formule-là, par écrit, donc par courriel. C'est ça. Est-ce qu'il y a des précisions à donner sur les camps de jour? Bien, évidemment, comme vous l'avez dit, toute l'information se retrouve sur le site Internet de la Ville. Ce qu'on propose à nos citoyens, c'est un sondage. On demande, dans le fond, on adopte
ce qui a été fait au niveau du retour à l'école. Donc, on demande à nos citoyens qui sont intéressés par le service des camps de jour. On a de la difficulté à évaluer réellement la réponse compte tenu des craintes de certains, des besoins d'autres. Donc, la première étape de notre démarche, c'est d'y aller avec un court sondage pour essayer de déterminer l'ampleur de l'offre qu'on aura à offrir à nos citoyens pour répondre à la demande. Bien, merci beaucoup, M. Legault. On se déplace au point 4 de l'ordre du jour, approbation du procès-verbal du 14 avril dernier. Ça me prend un proposeur et un appuyeur. Je propose Denise Pelletier. Proposé par Mme Pelletier, appuyé par... Sylvain Benoît. Merci beaucoup, appuyé par M. Benoît. On se déplace au point 5, c'est le dépôt de divers documents. Alors, le conseil municipal prend acte du dépôt de divers documents. En fait, ce que ça fait pour ceux qui ne sont pas initiés, il n'y a pas de débat à ce moment-ci, il n'y a pas besoin de proposeur ni d'appuyeur, c'est que ça rend les pièces déposées et les documents déposés, ça leur donne une vie publique et légale. Alors, peut-être nous en faire la liste, M. Garceau, s'il vous plaît. Oui, pour ce mois-ci, on vous dépose en fait les procès-verbaux des rencontres du comité exécutif pour le mois d'avril, donc la rencontre du 7, du 9 et du 21 avril. Ça va. On serait rendu au point 6, qui sont les dossiers d'urbanisme. Et je passe rapidement à 6.1, dérogation mineure, aucun dossier. 6.2, dérogation mineure et PIA, aucun dossier. Mais en 6.3, les dossiers de PIA, qui sont des projets en PIA, alors les plans d'intégration et d'implantation architecturale. Oui. Merci beaucoup. Nous avons une douzaine de points. Alors, on les fait en bloc parce que c'est ce que nous avions décidé. Donc, on va continuer à en disposer de cette façon-là. Monsieur David Legault, si vous voulez nous présenter chacun des points. Certainement, Madame la Tous des Présidente. dossiers, d'ailleurs, qui ont été vus par le comité consultatif d'urbanisme plus tôt la semaine dernière. Je débute par le point 6.3.1, donc la commission scolaire des affluents, le complexe sportif Gilles Tremblay, au 250 boulevard Louis-Philippe Picard et 223 rue Jacques-Plante. On vous propose de modifier la résolution CM 108-1405-19 qui concerne le PIA en approuvant les plans concernant l'agrandissement du bâtiment principal. On vise à ajouter des gymnases ainsi que la construction d'un corridor relié aux bâtiments voisins ainsi que l'aménagement extérieur. C'est le même projet, mais avec des modifications architecturales. On fixe une condition de conclure une entente entre la commission scolaire et la Ville portant sur le partage des équipements sportifs, le partage de coûts et la gestion des travaux de construction du corridor lien. 632 Vanford au 90 et 110 rue Notre-Dame, on vous propose d'approuver les plans concernant les agrandissements du bâtiment principal. On parle ici d'un commerce de vente de véhicules. D'approuver également l'opération cadastrale ainsi que l'aménagement extérieur et ce, tel que déposé. 633 Sabrina Bourdon, 401 boulevard L'Assomption. On vous propose d'approuver la demande de démolition du bâtiment principal. Il s'agit d'une habitation unifamiliale isolée. D'approuver également le plan d'implantation et les plans d'architecture. Ça concerne la construction d'un bâtiment principal, donc une nouvelle résidence unifamiliale isolée sur un terrain en milieu construit, et ce, suite à la démolition, et ce, tel que déposé. Monsieur Éric Riendeau, 176 et 180 rue Deschamps, vous propose d'approuver la demande de démolition du bâtiment principal, également une maison unifamiliale isolée, d'approuver le plan d'implantation, les plans d'architecture concernant uniquement la construction d'un bâtiment principal. C'est toujours une habitation unifamiliale isolée sur un terrain en milieu construit, et ce, suite à la démolition. Groupe Conseil Bardier au 266 boulevard Brillant vous propose d'approuver les plans concernant le remplacement d'une enseigne sur poteau. On fixe une condition qu'un aménagement paysager soit maintenu à la base de l'enseigne. 636 Family Prix au 344 Notre-Dame. On vous propose d'approuver les plans concernant l'installation de deux enseignes murales, et ce, tel que déposé. Syndicat Le Notre-Dame, 428, 430, 432 et 434 rue Notre-Dame. On vous propose d'approuver les plans concernant l'installation d'une enseigne d'identification. On fixe deux conditions,
que l'enseigne soit implantée à 2 mètres minimum des lignes avant de propriété, qu'un aménagement paysager soit réalisé à la base de l'enseigne. Je poursuis avec 638 Info Logement au 784 rue Notre-Dame. On vous propose d'approuver les plans concernant le remplacement d'une enseigne sur poteau, à condition qu'un aménagement paysager soit réalisé à la base de l'enseigne. Dessin NB Simon Turcot au 231 rue du Petit-Bourg. On vous propose d'approuver les plans concernant les travaux d'agrandissement du bâtiment principal comportant un étage. On parle ici d'une habitation unifamiliale isolée. Par l'ajout d'une superficie de plancher située sur un second plancher, on ne fixe aucune condition. Tivierge Architecte au 10 rue Lefrançois, on vous propose d'approuver les plans concernant les travaux d'agrandissement du bâtiment principal qui actuellement comporte un seul étage. S'il s'agit d'une habitation unifamiliale isolée, on vous propose d'ajouter une superficie de plancher située sur un second plancher. On ne fixe aucune condition. Guy Delorme, au 365 boulevard L'Assomption, on vous propose d'approuver la demande de démolition du bâtiment principal, également une habitation unifamiliale isolée. Et on fixe une condition que les plans des nouveaux bâtiments principaux soient approuvés dans le cadre du processus des PIA, les plans n'étant pas encore disponibles. Et je termine à 6312 Sport Expert au 100 boulevard Brien. On vous propose d'approuver les plans concernant l'installation de 2 enseignes murales, et ce, tel que déposé. Merci beaucoup, M. Legault. J'imagine, le président du CCU, vous allez faire la proposition. Oui, madame. Alors, il s'est appuyé par... José Mayotte. Voilà, José Mayotte. Il y a quelqu'un qui souffle très fort dans l'appareil. S'il vous plaît, mettre la fonction à silencieuse. Merci. Alors, voilà. Questions, commentaires? Une fois, 2 fois, 3 fois. Ça va. On se déplace au point 7. Affaires courantes. Nous avons 10 dossiers. En 7.1, j'invite le directeur général à nous présenter le dossier qui porte le numéro 2020-CP-040, l'octroi de contrat pour la fourniture et l'installation des systèmes multimédia du théâtre Alphonse Desjardins. Merci. Donc, la division de l'approvisionnement a lancé un appel d'offres public sur le site SEAO. Je vous confirme que c'est un projet dont le montant est estimé à 1 125 000 $ incluant les taxes. Suite à l'apparition de l'avis public, 5 firmes ont acheté des documents sur SEAO. Nous avons reçu 3 soumissions avant l'heure et la date limite pour le dépôt. Le plus bas soumissionnaire conforme qui nous dépose une offre, Solotech Incorporé de Montréal, pour un montant incluant les taxes de 952 736,89 $. On vous propose donc d'octroyer à l'entreprise de Solotech le contrat pour la fourniture et l'installation des systèmes multimédia. Pour votre information, là, ça comprend les systèmes d'éclairage, de sonorisation et le système vidéo de la nouvelle salle de spectacle. Donc, cette entreprise ayant déposé la plus basse soumission conforme au document contractuel 2020 CP040 sur la base des prix unitaires et forfaitaires inscrits au bordereau de soumission. Je vous ai parlé du montant 952 736,89 $, incluant les taxes. Le tout suivant le sommaire décisionnel 2020-0228. Et que cette dépense soit financée par le ou les règlements d'emprunt décrétant cette dernière en conformité avec les termes du règlement numéro 536. Merci beaucoup, M. Legault. Alors, j'imagine, Mme Pelletier, vous allez en faire la proposition. Je propose, Mme. Comme présidente de la Commission culture, et c'est appuyé. George Robinson, je seconde. Appuyé par M. Robinson. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Oui, Madame la Présidente. Kevin Buteau. Oui, M. Buteau, la parole est à vous. Merci. Dans les documents qu'on a à notre disposition, je vais attirer l'attention du Conseil et de la Direction générale là, sur le rapport d'analyse des soumissions qui a été préparé là, par la firme Go Multimédia à l'attention de M. Charles Renaud du service de la gestion des infrastructures. Dans les explications, il y a divers considérants là, qui sont mentionnés pour, au final, là, expliquer là, le résultat là, des soumissions qu'on a obtenues. Et il est mentionné au 4e considérant le processus de soumission qui aura été très long, ainsi que la plainte déposée à l'AMP
donc l'Autorité des marchés publics pour le bénéfice de tous, pourrait avoir incité le soumissionnaire Solotech Inc. à soumettre un prix compétitif dans le but de remporter l'appel d'offres. Ma question est la suivante. Est-ce qu'on doit comprendre par là que la plainte, parce qu'on présume qu'elle a été rejetée, là, donc que la plainte qui aurait été rejetée par l'Autorité des marchés publics, mais qu'elle aurait eu pour effet de reporter la date limite des soumissions amenant un nombre plus élevé de soumissionnaires. Qu'est-ce qu'on entendait par là? Oui, excellente question, M. Buteau. J'invite M. le greffier, Louis-André Garceau, à répondre. Peut-être juste pour vous remettre en contexte, ce contrat-là, c'est pour l'acquisition des systèmes spécialisés, donc les systèmes multimédia. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis le début, la salle de spectacle est faite de façon telle qu'on va pouvoir la configurer de différentes façons. Donc, en format classique, en format debout, en format cabaret. Donc, l'architecture qui a été dessinée fait en sorte que les équipements multimédia doivent rencontrer des aspects techniques très, très précis pour permettre de s'ajuster à toutes les formes que pourra prendre la salle dans le futur, dépendamment de l'événement qu'on va y présenter. Dans ce dossier-là, il y a une firme qui, elle, a en fait des demandes à notre consultant, qui est évidemment là, celui que vous avez nommé, la firme GoMedia, qui, eux, sont les spécialistes qui accompagnent la Ville dans ce dossier-là, notamment pour le volet multimédia. Il y a eu 4 demandes qui ont été faites par un des soumissionnaires qui a déposé une proposition. Et les demandes étaient de modifier les specs techniques pour lui permettre de présenter des équipements. Il y a certaines concessions qui ont été faites pour effectivement permettre de présenter, d'assouplir un petit peu les règles techniques. Mais là où on ne pouvait pas aller dans le projet, c'est que certaines de ces demandes faisaient en sorte que l'architecture intérieure de la salle devait être revue. Donc, à ce moment-là, ça venait de compromettre le concept de départ qui avait été imaginé. Donc, il y a eu certains refus à ces demandes de modification de documents contractuels. Ça a pris effectivement un délai pour répondre à ces demandes-là, les analyser. On a poursuivi le processus après avoir indiqué sur recommandation du consultant que ce n'était pas possible, en fait, d'aller où voulait nous amener ce soumissionnaire-là. Donc, on a maintenu les critères techniques. On a reçu des propositions, 3 propositions, et celle de Solotech rencontrait en fait tous les éléments techniques qui étaient désirés dans le cadre du projet de la salle de spectacle. Donc, une personne s'est plainte à l'AMP au motif qu'elle ne pouvait pas soumissionner parce que la Ville ne voulait pas modifier ses plans. Très rapidement, l'AMP a disposé de cette requête-là en disant que la Ville de Repentigny pouvait configurer le projet comme il l'entendait. Et juste en terminant, c'est qu'il y a une des modifications faisant en sorte que dans un style d'aménagement de la salle, bien, les gens sur la scène, certains spectateurs n'auraient pas pu les voir. Donc, c'est pour cette raison-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas eu une enquête formelle comme telle. On a simplement communiqué les documents et à la lecture des documents, l'AMP a décrété que, en fait, c'était non fondé et le processus s'est poursuivi. Ça va? Oui, ça va, merci. Merci. D'autres questions, d'autres commentaires? Autrement, on procède. Alors, en 7.2, je vais inviter M. Garceau. Il s'agit de procéder à l'approbation de l'acquisition du 60 boulevard Aubert, ici à Repentigny. Alors, qui appartient au moment, encore, on va dire au moment où on se parle, au CI 3S de Lanaudière, pour vous situer. Monsieur Garceau, s'il vous plaît. Oui, peut-être vous référer à vos documents de travail que vous avez dans la version électronique du Conseil sans papier. D'abord, un projet de promesse d'acquisition et un contrat par lequel la Ville désire se porter acquéreur du 60 Aubert. Donc, pour vous résumer le projet, la Ville de Repentigny a été approchée il y a quelques années déjà par le CI 3S de la région ici pour trouver un terrain pour procéder à la construction d'un édifice qui allait recevoir des personnes aînées. Le concept de maison des aînés s'est accéléré et la Ville a toujours été bon partenaire, a offert un terrain au 6 de Lanaudière, qui est un terrain qui est situé en fait au sud des installations de Keolis, façade sur la rue Jacques-Plante.
C'est un terrain de 127 000 pieds carrés ou à peu près. Le prix qui est demandé par la Ville est celui qui apparaissait au rôle d'évaluation, donc 14,95 $ du pied carré. Ce que ça va permettre de faire, en fait, c'est d'accueillir ce projet-là très rapidement. Et en contrepartie, le 6 avait, lui, un immeuble qui était désaffecté au 60 boulevard Aubert. Et souvenons-nous que la Ville de Repentigny, de concert avec la MRC de l'Assomption, suite à la fermeture d'Electrolux, il y a un grand plan qui a été élaboré pour retrouver les emplois perdus suite à la fermeture d'Electrolux. Ce plan-là est chapeauté par la MRC et se divise en 3 volets. D'abord, un volet pour développer des projets en agriculture moderne. Donc, ce projet-là verra bientôt le jour dans le parc industriel de la Ville de Repentigny. C'est un projet qui est quand même assez avancé. Il y a un autre projet qui était un parc régional industriel multifonctionnel. Lui, c'est un projet qui est encore en préparation. Et l'autre projet était un projet en haute technologie. En fait, c'était de développer sur le territoire une ressource qui allait permettre d'agir à titre d'incubateur pour des jeunes entreprises et aussi permettre d'avoir une qualité faisant en sorte d'attirer des entreprises de haute technologie. Donc, après réflexion, le 60 Aubert, par sa position géographique avantageuse, se situait bien dans le quadrilatère visé par la Ville. Donc, quadrilatère qui part de l'autoroute 40 avec les Galeries Rive-Nord et qui se dirige jusqu'au fleuve en passant par le centre-ville, le centre d'art, la salle de spectacle. Donc, la Ville a jugé bon de saisir l'occasion de se porter acquéreur de l'immeuble qui est au 60 Aubert. Donc, il y a une proposition d'affaires qui a été soumise en bonne et due forme par le 6 de la Nodière et la proposition est de vendre à la Ville de Repentigny au prix de 2 296 000. On a maintenu le prix pour la transaction, le prix de l'ancien rôle d'évaluation parce que les discussions avaient commencé il y a déjà quelques années. Donc, le 6 avait pris comme engagement de retenir cette valeur-là au niveau de la transaction. Donc, ce soir, on réalise 2 projets qui s'inscrivent dans le grand plan qui avait été imaginé à l'époque. Donc, le dossier de la Maison des aînés et le 2e volet du grand plan de relance économique de la MRC de l'Assomption. Et on a les crédits pour financer ça. Les crédits avaient été provisionnés. Pour fin de comptabilité, bien, il y a un écart, en fait, d'à peu près 400 000 $ entre les 2 transactions. Donc, je vous rappelle, la Ville vend au 6 un terrain de 127 950 pieds carrés dans la partie est du territoire de la Ville. En fait, c'est dans l'îlot qui est à vocation institutionnelle pour un montant d'1 913 200 $ et se porte acquéreur du 60 Aubert pour, comme je vous l'ai dit, le 2e volet du plan économique de la MRC au montant de 2 296 000 $. Merci beaucoup pour les précisions, M. Garceau. J'imagine, M. Chartré, président de Sinov, vous allez en faire la proposition? Oui, je propose, Madame la Présidente. Alors, proposé par Éric Chartré et c'est appuyé par? Par José Mayotte. Appuyé par José Mayotte. Y a-t-il des questions, des commentaires? Oui, Madame la Présidente, Jennifer Robillard. Je voulais juste une petite question là, avec merci, Monsieur Garceau, pour les précisions. Je voulais juste bien comprendre, dans le fond, le 60 Aubert. Est-ce que c'est la Ville de Repentigny qui va rester propriétaire de cette bâtisse-là ou si ça va être éventuellement dans le projet de la MRC, donc transigé vers d'autres? Est-ce que c'est un investissement au final juste de 400 000 pour Repentigny ou c'est absorbé par d'autres finalement? Ma question est claire. Oui, merci beaucoup, Mme Robillard. Alors, M. Legault, s'il vous plaît. En fait, le projet est en train de s'élaborer. Le bras économique de la MRC, Sinov, est notre partenaire dans ce dossier-là et nous sommes actuellement en train d'analyser toutes les opportunités, toutes les formules d'affaires qui pourraient être les plus pertinentes. Est-ce que ça pourrait être une transaction, une cession vers une autre entité, un autre OBNL? Tout ça va être examiné, ce qui permettra d'avoir le projet le plus porteur pour la municipalité, pour la MRC, va être examiné. Si jamais il y a une transaction, bien, elle devra être entérinée par le conseil. Mais actuellement, la formule n'est pas totalement arrêtée.
On est accompagné par des spécialistes dans ce domaine-là parce qu'il y a des projets qui sont similaires. Celui-là, là, il a son créneau bien particulier, mais il y a des projets similaires qui se sont faits dans d'autres municipalités. Puis on est en train d'examiner l'ensemble des options avant d'arrêter le modèle. Oui, mais au moment où on se parle, c'est la ville de Repentigny qui se porte acquéreur de ce terrain-là. Ça va? Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Y a-t-il d'autres questions, commentaires? Autrement, on s'en va à 7.3. Je me retourne. Un commentaire avec 2 questions. Alors, qui demande la Jean parole? Langlois. Alors, M. Langlois, la parole est à vous. Ben, je vous remercie pour les précisions parce que, en préparatoire, hier, je vous avais posé la question. J'ai pris la peine de relire l'ensemble des 2 ententes contractuelles notariées. C'est la question que je vous avais posée hier. Quelle était la superficie du terrain qu'on échangeait dans l'Est près de Gilles Tremblay? Là, j'ai la réponse que M. Garceau a mentionnée, 125 950 pieds carrés. La question que je me posais, ça veut dire que c'est au début des années 2000 que la ville s'est acquise de l'eau de terrain à cet endroit-là. Là, vous faites allusion que le coût sera au pied carré à 14,95 $. Là, je l'apprends ce soir, puis je présume, selon ce que vous avez dit hier, que c'était raisonnable selon la valeur du marché. Je vous le répète, moi, c'est parce que je suis au fait des chiffres-là. Bien entendu, ne les ayant pas hier, et ayant 127 950 pieds carrés, la question, je me fie sur l'administration, sur cet échange-là, que c'est vraiment la valeur au livre, semble-t-il, que vous nous avez dit que c'était bon par rapport au marché. Il reste que 14,95 $ de pieds carrés, mais on parle de 127 950 pieds carrés. La question que j'avais à poser, c'est sûr qu'une maison des aînés, c'est un plus pour notre région, notre ville. Vous envisagez, s'il y a déjà des discussions entamées, quelle sera la superficie en soi de l'immeuble en question, puis selon vous, quelles seront les retombées en taxation pour la ville une fois que cette maison des aînés sera réalisée? Trop tôt de vous le demander parce que c'est une première dans le sens, mais selon vous, les retombées en taxation, ça sera de combien? Est-ce que ça a été évalué? Je sais que l'échange semble être bon, c'est un différentiel de 400 000 avec Aubert et Coin-Iberville, la bâtisse en question de cette entente. Mais selon vous, la bâtisse de la Maison des aînés, je me répète, mais quelle sera la valeur de l'immeuble en soi qui sont prêts à... Le C3S sont prêts à... Le gouvernement, au niveau soins de santé, la Maison des aînés, quelle sera en quoi la valeur de l'immeuble? Avez-vous une idée là-dessus? Oui. En fait, on connaît un peu le projet. Là. Je pense que vous l'aviez dans votre cahier. On parle de 48 unités. 48 unités, mais M. Legault, allez-y. En fait, peut-être 2 éléments. Le premier élément de votre question par rapport à la valeur, ce qu'on vous confirme, c'est que la vente se fait selon la valeur fixée au rôle d'évaluation de la Ville de Repentigny, l'actuel rôle. La transaction du 60 Aubert, comme on vous l'a dit, c'est le rôle précédent parce que les discussions avaient débuté avant le dépôt du nouveau rôle. Juste pour vous donner une indication, là, le bâtiment ici au 60 Aubert a augmenté, je vous dis ça de mémoire, là, mais un petit peu en bas de 2,9 millions, donc à peu près 500 000 $ de hausse de valeur. Mais ça, on met ça de côté. Je reviens donc au terrain sur Jacques-Plante. La valeur se fait de la vente au rôle et on le fait pour la construction de la maison des aînés. Et ça, c'est un élément important, là. On ne vend pas le terrain pour permettre à quiconque de faire n'importe quel projet prévu à la réglementation. C'est spécifiquement pour avoir cette entité-là sur notre territoire qui est un service supplémentaire pour notre population. Fait que c'est un élément qu'on considère dans le cadre de cette transaction-là parce qu'on veut effectivement attirer sur notre territoire une maison des aînés, une des premières au Québec, parce qu'on sait que les besoins sont grands pour notre population. On voit que les CHSLD ont des problématiques face à la crise que l'on vit et on sait que le gouvernement a, dans le fond, dans la réflexion de ce bâtiment-là, l'intention d'intégrer des nouvelles façons de faire, des nouvelles mesures qui vont mieux protéger nos aînés. Donc, c'est un projet qui est structurant, qui est intéressant. Et c'est pour ça que, dans le fond, les discussions ont rapidement débouché sur une entente, d'autant plus
qu'au début, on nous proposait, dans le fond, le projet du ministère était d'établir 60 places dans le sud de la Naudière, 30 dans notre secteur et 30 dans un autre endroit à déterminer. Finalement, quand ils ont vu 48. Le site qu'on leur a proposé, ils sont allés avec 48 places. C'est encore plus intéressant. Au niveau de la valeur, M. Landlois, on est à recevoir les plans préliminaires. Ils ont même changé en cours de route complètement l'implantation, le type de bâtiment. C'est un peu difficile à vous donner un véritable ordre de grandeur. Le CHSLD en face là, a 100 chambres, le CHSLD McDuff. Et de mémoire, c'est une construction autour de 15 millions, là, la valeur de ça. Moi, je pense que la valeur va être plus importante par unité parce que la Maison des aînés va regrouper des éléments. Il y a des cours intérieurs là, pour chacun des cellules. Ça fonctionne par 12, là, par groupe de 12. Également, au niveau des taxes municipales, ce ne sera pas un bâtiment qui va être taxé au sens des taxes municipales, mais c'est des enlieux de taxes qui ont été établis à partir d'un calcul là, qui est le même pour les écoles et les édifices gouvernementaux. Dès qu'on aura ce détail-là, là, on pourra certainement vous le faire parvenir. Il est encore un petit peu trop tôt, mais c'est certainement là, plusieurs dizaines de milliers de dollars, là, c'est certain. Ça va? Je vous remercie pour les précisions. Oui, merci pour les précisions. Merci. Alors, on se déplacerait... Madame la Présidente? Oui. Oui, Kevin Buteau. Juste rapidement, en complément. Là. Oui. Par rapport à ce que M. Legault là, vient de dire, justement, au niveau des enlieux de taxes, je comprends qu'on n'a pas encore les plans là, qui ont été présentés. Je comprends qu'on va voir éventuellement avec la procédure des PIA là, les plans finaux là, pour la Maison des aînés, mais j'imagine qu'on peut raisonnablement présumer qu'en termes d'enlieux de taxes, on va situer à peu près, à tout le moins au même niveau là, que ce que représentait finalement le 60 au bar. Ah, mais en fait, plus que ça, parce que si c'est comparable aux enlieux de taxes que l'immeuble McDuff nous permet d'obtenir, on s'attend à peu près à cette équivalence-là. Donc, on serait gagnant en termes d'enlieux de taxes là, avec ce projet-là. Oui. Si vous me permettez, Mme la Présidente, en fait, certainement parce que le bâtiment va avoir une valeur beaucoup plus importante que le bâtiment qui est là actuellement. Merci. Ça va? On se déplace au point 7.3, alors qui porte le numéro 2020-CP-070. Il s'agit d'un octroi de contrat pour les travaux d'aménagement paysager et remise en état des lieux aux abords de l'émissaire du village. Et là, je me retourne vers M. Garceau, s'il vous plaît, pour nous présenter le dossier. Oui, je vous invite peut-être à prendre le rapport d'analyse des soumissions qui résume assez bien le projet. Donc, comme vous l'avez dit, c'est un appel d'offres pour réaliser des travaux d'aménagement paysager et de remise en état des lieux aux abords de l'émissaire du petit village, travaux qui ont débuté l'année dernière. Le contrat est estimé à 140 000 on a demandé des appels d'offres publics sur le site gouvernemental SEAO. Il y a 4 firmes qui ont acheté les documents, 3 qui ont déposé des propositions à la Ville. Les services municipaux ont procédé à l'analyse des soumissions et vous avez une recommandation qui vous est faite d'accorder aux entreprises PNP Incorporées le contrat pour la réalisation des travaux d'aménagement paysager et de remise en état des lieux aux abords de l'émissaire du petit village pour le prix de 101 160 $. Ça inclut toutes les taxes. Donc, on est en deçà de l'estimation qui avait été prévue. Peut-être simplement attirer votre attention sur la justification des écarts. Donc, on l'explique par le fait que c'est la relance des activités dans la région. Les entreprises étaient prêtes à repartir et étaient intéressées. Donc, c'est l'explication qu'on vous fournit. On a quand même réussi à créer un bon marché avec 3 entreprises. Donc, si ça vous convient, on vous propose d'accorder le contrat aux entreprises PNP Incorporées. Vous pouvez nous rappeler un peu le dossier? Ça, c'est la dernière étape des travaux. Oui, c'est ça. En fait, ça avait débuté parce que dans cette partie-là du secteur Legardeur, secteur Petit Village, on avait une problématique. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui n'a pas fermé son micro. Merci.
En fait, on avait une problématique avec l'égout pluvial qui desservait l'ensemble de ce secteur-là. Donc, on a dû procéder à sa réparation. Cet égout pluvial-là passait sur une propriété privée. Donc, une servitude dans un endroit qui n'était pas nécessairement facilement accessible, travaux en bordure de rivière. Donc, on a fait la première phase l'an passé où on a réparé la canalisation, on a abattu des arbres, on a remis en état temporairement le temps que le terrain se compacte pour pouvoir finaliser toute la réparation. Et on a régularisé, en fait, les droits de la Ville dans ce dossier-là pour pouvoir éventuellement aller réparer, entretenir cette conduite-là, qui, je vous le rappelle, dessert quand même un secteur assez important. C'est une conduite d'égout pluvial. Tout le secteur qui se trouve alentour, en fait, du quartier général de la police et du secteur du petit village. Merci, M. Garceau. Alors, qui en fait la proposition? Je propose Denise Pelletier. Proposée par Mme Pelletier, c'est appuyé par? Cécile Hainaut. Par Mme Hainaut. Ça va? Questions, commentaires? On se déplace en 7.4. S'il vous plaît, remettre vos micros à mute, s'il vous plaît. En 7.4, donc, il s'agit d'un projet de contrat qui porte le numéro 2020-CP-032. De fait, le droit de contrat pour les travaux de réfection de pavage sur diverses rues. Alors, M. David Legault, s'il vous plaît. Merci. Écoutez, je vous invite à utiliser le rapport d'analyse des soumissions qui est joint avec vos documents électroniques. Dans le fond, les travaux de réfection de pavage sur diverses rues, vous avez le détail avec le rapport de quel tronçon il s'agit. C'est similaire à ce qu'on avait fait l'an passé, vous vous en souviendrez, un peu partout sur le territoire, des endroits où la surface de roulement est abîmée, pour lesquels on n'a pas besoin d'intervenir au niveau des égouts et de l'aqueduc. Donc, vous avez 9 secteurs qui sont désignés. Donc, rue Masson, entre Valmont, Jean-Baptiste Maillard, Placette sur la rue Masson, la piste cyclable de la rue Masson qui va être sortie de la chaussée. 2 secteurs sur la rue Notre-Dame entre Lévesque et Cherrier, entre Joffre et Alain. Un petit tronçon sur Iberville entre Langelier et Brien du côté nord. Le boulevard Lacombe à 2 endroits entre J.A. et Hervieux et entre Montée des Arsenaux et l'Éveillé. Et la réfection du stationnement près du centre d'art. On a une estimée de contrat qui était fixée à 2,5 millions incluant les taxes. Nous sommes allés en appel d'offres public sur le site SEAO. 12 firmes ont acheté les documents. On a reçu 7 soumissions avant l'heure et la date limite pour le dépôt de la soumission. Le plus bas soumissionnaire conforme, Masquimo Construction Incorporée, pour un montant de 2 893,79 $, donc une diminution de 19,6 % de l'estimé. Vous avez l'explication des écarts, là, principalement liés à la baisse du coût du pétrole, qui a entraîné, dans le fond, une réduction significative de 400 000 $ du prix du béton bitumineux. Donc, on profite de l'occasion qui nous est donnée pour faire des travaux avec une réduction de près de 500 000 $ par rapport à nos estimés. Si vous êtes d'accord, on vous propose donc d'octroyer à l'entreprise Masquimo Construction le contrat 2020 CP 032. Merci beaucoup, M. Legault. Alors, qui en fait dûment la proposition? Je propose Denise Pelletier. Merci beaucoup, Mme Pelletier. C'est appuyé par? Raymond Hainaut. Merci beaucoup, M. Hainaut. Alors, on se déplace, s'il n'y a pas de questions, commentaires, je déplace en 7.5. M. Garceau, on est dans la fourniture et livraison de matériaux granulaires et disposition de rebuts d'asphalte et de béton. Alors, la parole est à vous. Oui, en fait, ça, ce sont les besoins des travaux publics lors d'interventions pour réparer soit des égouts défectueux, on brise des bordures, brise des trottoirs, brise de l'asphalte. Donc, on a des besoins en matériaux annuellement où, en fait, on va en appel d'offres à tous les 3 ans. Le format du contrat, c'est 1 année ferme avec la possibilité de le renouveler par des années, 2 années individuellement, évidemment.
Donc, la dernière fois que le Conseil a octroyé un contrat pour ce type de matériaux-là et de services, c'est en 2017. Vous avez le montant total de la dépense qui apparaît, 688 565,45 pour les 3 années. On a proposé de retourner en appel d'offres avec le même format de contrat, donc une année ferme avec la possibilité de les renouveler. Nous sommes allés sur le marché public via les services gouvernementaux, le système SEAO. Il y a 7 firmes qui ont acheté les documents. Il y a 4 firmes qui ont déposé des propositions pour le lot 1, c'est-à-dire l'achat de sable de compactage. Pour le lot 2, il y a 3 propositions d'affaires qui ont été déposées. Et pour le lot 3, aucune soumission n'a été reçue. Donc, pour le lot 3, nous retournerons en soumission pour pouvoir donner un contrat à un entrepreneur qui pourra nous fournir le matériel du lot 3 qui était de la terre végétale. Donc, après analyse, ce qui vous est proposé pour le lot 1, en fait pour le lot 2, parce que le lot 1 a été traité par le comité exécutif. Donc, ce soir, le Conseil est saisi du lot 2. Après vérification-analyse, la proposition qui vous est faite est d'octroyer un contrat à Maskimo Construction. Cette firme a déposé une soumission au montant de 210 461,74 pour l'année 1 du contrat. Ça inclut toutes les taxes. Dans le rapport d'analyse, vous avez en fait l'explication de la variation. Souvenons-nous que c'est des prix 2017. Si vous regardez chacun des items de façon globale, pour le lot numéro 2, vous avez une variation de prix à la hausse de 4,53 %. Je vous rappelle que ce qui avait été estimé par le service des travaux publics, c'était un montant de 270 000 $ pour la présente année. Donc, la proposition d'affaires de Maskimo pour cet item-là est conforme aux prévisions qui avaient été faites par le service des travaux publics. Si ça vous convient, on vous propose d'octroyer le contrat à la firme Maskimo Construction. Merci beaucoup, M. Garceau. Alors, qui en fait la proposition? Je propose Denise Pelletier. Mme Pelletier propose et qui appuie? Sylvain Benoît appuie. Merci. Questions, commentaires? Autrement, on se déplace en 7.6 et c'est M. Legault qui va prendre la parole pour nous présenter le contrat qui porte le numéro 2019-SP-254 qui concerne des travaux d'élagage et d'abattage pour l'ensemble du territoire de la ville. Exactement. Donc, je vous propose d'utiliser encore une fois le rapport d'analyse des soumissions préparé par la division d'approvisionnement. Il s'agit d'un contrat qui est à renouveler, qui datait de 2018, un contrat précédent de 2 ans qui avait été accordé à Émondage Martel. La dépense finale, un montant de 268 358,1 incluant les taxes. On doit donc retourner en appel d'offres. L'estimé de la dépense, 150 000 par année. Les besoins en élagage sur notre territoire va en grandissant, notamment avec les problématiques d'Agril du Frêne. On vous propose d'aller avec un contrat de 3 ans, donc un contrat total évalué à 450 000. C'est un appel d'offres public qui a été lancé le 17 mars dernier. 3 firmes ont acheté les documents sur SEAO. Nous avons reçu une seule proposition conforme et une seule tout court là, de Émondage Martel au montant de 311 697,23. Ce montant-là est pour une durée de 2 ans. On aura l'occasion, si on le souhaite, d'exercer une 3e année en option. Au niveau des coûts, on est, dans le fond, si vous regardez le comparatif des prix avec le coût du contrat précédent, bien, il y a 0 augmentation. C'est exactement les mêmes prix qui avaient été soumis en 2018. Donc, on est avec, dans le fond, les quantités augmentées à 11 000 $ du budget qu'on avait prévu. On vous recommande donc d'aller de l'avant avec ce contrat et d'accorder le contrat à Émondage Martel. Merci beaucoup, M. Legault. Alors, qui en fait dûment la proposition? Je propose Denise Pelletier. Proposé par Mme Pelletier et c'est appuyé par? Raymond Hainaut appuie.
Merci beaucoup. Y a-t-il des questions, des commentaires? Autrement, je vais procéder au point 7.7. Monsieur Garceau, toujours dans les affaires courantes, nous sommes rendus au projet de contrat qui porte le numéro 2020-SP-077. C'est l'excavation pneumatique des boîtiers de vannes et boîtes de service, et ce, pour une durée de 2 ans. Ça aussi, vous nous expliquez ça. Hein? Oui, je vais essayer. Donc, c'est des besoins encore exprimés par le service des travaux publics. Vous savez qu'il y a différentes interventions qu'on doit faire autant sur le réseau d'aqueduc que sur les réseaux d'égouts. Donc, il y a des réparations qui doivent être faites. Ce qui est préconisé depuis quelques années, c'est une technique pour limiter l'excavation, donc qui endommage moins les structures qui entourent les boîtes de vannes et les boîtes de service. C'est une technique spécialisée qui est offerte par quelques soumissionnaires dans la région. Donc, c'est la méthode qui est préconisée par les travaux publics. Je vous invite à prendre le rapport d'analyse des soumissions que vous avez dans votre document électronique. Donc, le format de contrat, c'est un contrat, en fait, de 2 ans. La dernière fois que le Conseil a octroyé un contrat, c'était à la firme Creusage RL et le montant de la dépense totale était de 113 810,44. Ça incluait les taxes. Donc, le service des travaux publics vous propose de reconduire le même format de contrat, c'est-à-dire un contrat d'une durée de 2 ans. On a exprimé nos besoins au bordereau de soumission et on estimait ce contrat-là à 95 000 $ pour les 2 années. On est allé en appel d'offres par le système électronique SEAO. Il y a 3 firmes qui ont acheté les documents, mais je vous rappelle que c'est des firmes spécialisées. Donc, 2 propositions ont été reçues par la firme Creusage RL et la firme Excavation et Carrière Econo Incorporée. Donc, après analyse, vous avez le tableau comparatif des prix. Il y a une recommandation qui vous est faite d'accorder le contrat à Creusage RL pour un montant total approximatif de 108 938,81. Ça comprend les taxes. Pourquoi approximatif? Bon, il va sur la base de quantités qui ont été annoncées dans le bordereau que vous avez devant vous. Si on regarde en fait la variation des items, ben, c'est le matériel qui varie. Vous avez une variation moyenne de 19,63 %, mais si on s'attarde sur les items les plus importants, qui font varier de façon significative le prix de la proposition. C'est surtout au niveau des boîtiers de vannes qui sont plus dispendieux. Mais souvenez-vous toujours qu'on est dans un prix qui est 2 ans antérieur au contrat qu'on avait accordé. Vous avez aussi la main-d'œuvre dont le coût a été majoré. Donc, après analyse, on vous propose d'octroyer à Creusage RL le contrat pour le coût de 108 938,81. Incluant les taxes. Incluant les taxes. Voilà, merci beaucoup, M. Garceau. Qui en fait du mal à la proposition? Je propose Denise Pelletier. Proposé par Mme Pelletier. C'est appuyé par? George Robinson, j'appuie. Appuyé par M. Robinson. Questions, commentaires? Oui, Mme la Présidente, Kevin Buteau. Oui, M. Buteau. Oui, juste très rapidement, est-ce qu'on a on va dire un commencement d'hypothèse pour expliquer la différence entre les prix des 2 soumissionnaires? Parce que vous avez tous le document là, devant vous là, que M. Garceau là, vous avez invité à consulter. Excavation et carrière économique qui est à, on va arrondir, le 376 000 versus Creusage RL qui est le plus bas soumissionnaire à près de 109 000. Donc, ça, c'est la première question, parce que c'est pratiquement 3 fois le prix, là, ce qui me fait un peu sourciller. Et par ailleurs, autre question, est-ce que c'est bien, c'est exact ce qu'on retrouve là, dans le rapport d'analyse, là, où on voit qu'on n'a pas coché, là, on n'a pas coché oui à soumission conforme. Est-ce que je dois comprendre que Excavation et Carrière Econo Inc., en plus, la soumission n'était pas conforme? Alors, M. Garceau? Pour la première partie de la question, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça prend des équipements spécialisés, puis ce n'est pas toutes les firmes qui veulent nécessairement acheter ce type d'équipement-là et faire ces travaux-là. Ça prend une certaine expertise. Et ce qu'on a su, c'est que cette firme-là, possiblement, n'avait pas les équipements ou voulait les acheter. Mais l'explication reste une explication technique. C'est une particularité. Ça prend des outils particuliers pour réaliser ce type de travail-là.
Pourquoi ça est préconisé par les travaux publics? C'est que ça minimise les dommages quand on fait des réparations. Sur la chaussée, Donc, en oui. fait, on a deux choix, faire une plus grande tranchée puis le payer en matériel et en temps, ou utiliser une technique qui nous permet de faire une excavation moins grande et de la combler avec, au meilleur coût. Ça, c'est la première partie de l'explication. Pour ce qui est de la conformité, bien, à partir du moment où la plus basse soumission conforme est analysée et qu'elle est conforme, les autres soumissions ne sont pas soumises à l'étude de la conformité comme telle, parce que dans le fond, la base de l'adjudication, c'est la soumission la plus basse conforme à l'ensemble des spécifications du devis. Donc, on n'a pas été jusqu'à cette étape-là. On n'a pas à le faire quand la soumission la plus basse est conforme. C'est l'explication. Donc, on ne se prononce pas sur la conformité. Donc, ce soir, on ne peut pas dire que c'est conforme ou non parce que l'étude n'a pas été faite par la division d'approvisionnement à partir du moment, comme je vous dis, où la proposition de creusage RL est conforme en tout point aux documents contractuels. Ça va? Oui, merci, M. Garceau. Merci. Donc, on se déplace en 7.8. Monsieur Legault, s'il vous plaît, il s'agit d'un octroi de contrat pour les travaux de réfection, voirie et feux de circulation du boulevard Brien entre le boulevard Iberville et la rue de Lafayette. Effectivement, un projet donc prévu au PTI 2020. Réfection de la chaussée, de la fondation de rue, trottoir, bordure, éclairage. On sait que ce tronçon-là est un tronçon majeur utilisé par une circulation importante, donc des travaux de réfection sont nécessaires. Le projet a été estimé à un contrat de 3 139 000 incluant les taxes. On a lancé l'appel d'offres public sur SEAO le 7 avril dernier. 13 firmes ont acheté les documents. On a reçu 5 propositions avant la date et l'heure limite pour le dépôt des soumissions. Au premier rang, Sintra Incorporé de Saint-Paul nous dépose une proposition au coût de 3 280 277,93. Donc, un prix 4,5 au-dessus de nos estimations, qui représente, somme toute, un écart qui n'est pas significatif. Le reste des éléments sont conformes et l'ensemble des travaux, vous avez donc le bordereau de soumission révisé qui est joint à l'analyse de la soumission. On vous propose donc d'octroyer à Sintra Incorporé le contrat 2020 CP 099. Merci beaucoup. Alors, qui en fait dûment la proposition? Georges Robinson, je propose. Et c'est appuyé par? J'appuie Denise Pelletier. Appuyé par Mme Pelletier. Questions, commentaires? Alors, on se déplace en 7.9. Là, on est dans les tontes de gazon. Et je me retourne vers vous, M. Garceau, s'il vous plaît. Oui, peut-être rappeler aux membres du Conseil qu'on est allé en appel d'offres public l'année passée pour un contrat de 3 ans. Malheureusement, le Conseil a résilié le contrat qui avait été adjugé à ce moment-là auprès de l'entrepreneur, notamment parce que ce dernier avait reçu un rapport défavorable de rendement. Donc, on a résilié le contrat. On est retourné en appel d'offres avec une formule d'un contrat ferme d'1 année avec la possibilité de le renouveler pour 2 périodes additionnelles, mais évidemment séparément. C'était difficile d'estimer, en fait, le contrat parce qu'à l'époque, en 2019, souvenons-nous, quand on avait reçu la proposition d'affaires du soumissionnaire, elle était très basse, mais bon, elle était conforme en tout point. Simplement pour vous dire que oui, la soumission peut être plus basse, puis nous, à ce moment-là, notre devoir, c'est sur le terrain, c'est de faire respecter tous les termes et conditions des documents d'appel d'offres, ce qu'on a fait, et c'est à ce moment-là que l'entrepreneur n'a pas livré la marchandise, si on peut dire. Donc, on est retourné sur le marché. Il y a 3 firmes qui ont été intéressées par l'appel d'offres qu'on a publié sur le système SEAO. En fait, excusez-moi, 5 firmes ont acheté les documents. 2 ont déposé des propositions à l'heure et à la date convenue. Donc, après analyse, ce qui vous est proposé, c'est d'octroyer le contrat à Gazon Rive-Nord Incorporé pour un montant de 79 580,52 pour la première année ferme du contrat. Ça inclut toutes les taxes.
Cette soumission-là est conforme en tout point au document contractuel qui a été déposé. J'attire votre attention sur la partie justification des écarts dans le rapport d'analyse de la division des approvisionnements. Ce qu'on vous explique simplement, c'est que c'est dur de comparer avec le prix qu'on avait eu antérieurement pour les raisons que je vous ai données et pour aussi un petit peu le déroulement de ce qu'on a vécu avec le fournisseur. Mais on pense que, et ce qu'on n'indique pas là-dedans, mais ce qu'on sait aussi, c'est que là aussi la main-d'œuvre est difficile à retenir et les équipements sont quand même assez dispendieux. Donc, c'est un marché qui n'était pas facile. Que sera-t-il avec ce qu'on vit aujourd'hui? On l'ignore. Mais souhaitons que le fournisseur qui vous a déposé la présente soumission va rencontrer toutes les obligations des documents contractuels. Donc, c'est pour ça qu'on vous fait la proposition et la recommandation d'accorder le contrat à Gazon Rive-Nord Incorporé. Merci beaucoup, M. Garceau. Alors, qui en fait la proposition? Je propose Denise Pelletier. Proposé par Mme Pelletier, c'est appuyé par? Raymond Hainaut. Appuyé par M. Hainaut. Questions, commentaires? Autrement, on se déplace en 7.10. Je me retourne vers M. Legault. Alors, l'achat d'un balai de rue aspirateur pour le service des travaux publics. Également, peut-être prendre le rapport d'analyse des soumissions préparé par la division de l'approvisionnement que vous avez dans vos documents électroniques. Il s'agit d'un équipement qui est prévu donc au PDI 2020, l'achat d'un nouveau balai de rue aspirateur pour le service des travaux publics. Le montant estimé de l'achat, 280 000 incluant les taxes. On a lancé l'appel d'offres public sur le site de SEAO le 14 avril dernier. Il y a 3 firmes qui ont acheté les documents. On a reçu une seule proposition de la firme équipement Cubex au montant de 275 784,78 $. Donc, une petite diminution par rapport à notre estimé. Il faut savoir que équipement Cubex est le seul fournisseur, dans le fond, des balais de rue de type Ravo. Ce sont, dans le fond, là, pour peut-être juste faire la petite histoire de nos balais de rue. La ville de Repentigny possède 4 balais de rue. On en a remplacé 2 au cours des 2 dernières années. On va donc procéder à l'acquisition d'un 3e nouveau. Et pour les périodes de pointe, on procède à l'allocation de 2 balais pour les travaux printaniers qu'on n'a plus besoin pour le reste de la saison. Avec nos 4 balais, ça fonctionne bien. On spécifie, dans le fond, dans notre processus d'appel d'offres, un équipement qui a les caractéristiques auxquelles répond à peu près uniquement le balai Ravo, qui est donc un équipement qui est plus économique. Là. Les balais de rue qu'on a traditionnels coûtent entre 80 et 100 000 $ de plus. N'ont pas plus de capacité, là, les plus gros. Ce petit modèle-là a les mêmes capacités d'accumuler la poussière. Par contre, ils sont moins chers à l'achat. Ils sont également un peu moins larges, donc ils nous permettent d'être utilisés sur notre réseau cyclable, ce qui n'est pas le cas des plus gros balais. Donc, dans nos spécifications, évidemment, on y va avec un équipement comme celui-ci. Ce qu'on s'aperçoit, par contre, c'est que le marché ne s'est pas, dans le fond, déployé pour offrir une multitude de modèles différents. C'est ce qui explique, dans le fond, qu'on se retrouve avec un seul soumissionnaire. Mais c'est un équipement qui, si on y allait avec le plus traditionnel, dont les anciens qu'on a, serait forcément plus de 100 000, entre 80 et 100 000 $ plus cher. Voilà. Ça va, bien, merci beaucoup, Monsieur Legault. Alors, qui en fait dûment la proposition? Je propose George Robinson. Alors, proposé par Monsieur Robinson et c'est appuyé par? Cécile Hainaut. Par Mme Hainaut. Questions, commentaires? Autrement, on se déplace. Écoutez, au point 8, sécurité urbaine, aucun dossier. Gestion du capital humain, aucun dossier. Donc, au point 10, dans les règlements, on serait à 10.3, présentation des projets de règlement et avis de motion. Je le précise toujours. Alors, avis de motion, dans le fond, on lance le processus. Il n'y a pas de débat. Ça ne prend qu'un proposeur. Mais on va laisser tout de même M. Garceau nous présenter
de quoi il s'agit. Donc, le règlement qui porte le numéro 541, vous nous en faites la présentation? Avec plaisir. Donc, on a déposé dans votre cahier électronique le projet de règlement 541. C'est un règlement qui décrète la réalisation de travaux de réfection et d'élargissement du pont-Rivet. On parle de la phase 1 et un emprunt total de 6 530 000. Peut-être prendre dans votre cahier électronique l'annexe A qui détaille en fait ce qu'est la phase 1. Donc, dans un premier temps, on va évidemment ouvrir le chantier, donc installer les clôtures, donner les accès, s'installer pour débuter le projet. Ce à quoi on doit s'attarder au départ, c'est de relocaliser la conduite de gaz qui est actuellement attachée à la structure du pont. On va aussi procéder à des travaux dits d'environnement. Ces travaux-là, c'est l'installation de filets sous le pont pour éviter la nidification et certains travaux exigés par le ministère de l'Environnement au niveau des berges. Il y a également des travaux qui vont commencer dans les approches nord et sud du pont, donc des travaux de génie routier. Vous avez également des travaux en rivière qui vont être faits, c'est-à-dire que les batteurs d'eau vont être installés alentour des piles pour pouvoir aller travailler, les réparer. Donc, c'est l'ensemble des détails que vous avez dans l'annexe A. À cela s'ajoutent évidemment les honoraires professionnels. Donc, on vous propose, comme Mme Deschamps l'a dit, d'initier le processus d'adoption du règlement en donnant l'avis de motion ce soir et simplement rappeler aux membres du Conseil qu'il y a une entente qui est intervenue avec le ministère des Transports qui a 2 volets importants. Le premier, c'est que la Ville va être maître d'œuvre, donc va contrôler l'échéancier. Et le deuxième, on s'est entendu sur un partage de coûts. Donc, en moyenne, 65 % des coûts vont être assumés par le ministère des Transports et 35 % des coûts vont être assumés par la Ville de Repentigny. Ce soir, ce qu'on fait, dans le fond, c'est qu'on emprunte la somme totale parce que le paiement ne se fait pas nécessairement au même rythme que les dépenses. Donc, il y a une clause qui prévoit dans le règlement d'emprunt que la Ville va prendre les crédits qui vont être obtenus du ministère des Transports dans l'entente qui a été conclue entre ce ministère et la Ville, et ça va être appliqué contre le financement permanent. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on y va avec la somme totale pour la première phase. Alors, normalement, à ce temps-ci, on devrait entendre des coups de tambour, des roulements de tambour. Ça fait longtemps qu'on attend. Mais on lance le processus. Ça me prend quelqu'un qui donne l'avis. George Robinson, j'en donne l'avis, Madame la Présidente. Donc, Monsieur le greffier, Monsieur Robinson en donne l'avis. Alors, on serait rendu au point 11, intervention des membres des... Oh, excusez-moi. Mais en fait, c'est parce que il y a dans les avis de motion, il n'y a pas de débat. On lance ce processus. Non, il n'y a pas de débat. J'aurais juste une petite question. Est-ce que c'est possible, Madame la Présidente? Bien, en fait, il n'y a pas... c'est pas qu'on ne fait pas ça, là, normalement, dans une séance. Je vais vous donner la parole tantôt. Vous poserez votre question. Ça va? Parfait. Alors, Oui. Intervention des membres du Conseil. Je vais y aller de manière aléatoire. Je commence par le district 1. Donc, c'est Mme Mayotte. Oui, merci, Madame la Présidente. J'ai aucun point, Madame la Présidente. Je voudrais juste souhaiter une bonne soirée à tout le monde, puis demeurer prudent dans vos déplacements. Merci. Bon. Bonne soirée. Bien, merci beaucoup. J'aurais pas haï ça, Madame Mayotte, si, de par vos fonctions au Carrefour avec les jeunes, que vous nous fassiez juste 2 petits mots pour nous dire comment ça se passait avec vos jeunes, puisque ce sont aussi nos citoyens. Tout à fait. Mais ça se passe bien à venir jusqu'à présent. On les rejoint directement, soit par téléphone ou par Facebook. Et on a pris la décision cette semaine de rejoindre tous les jeunes qui sont venus pour recevoir un service ou juste pour recevoir l'information au Carrefour, mais tous les jeunes des 2 dernières années. Pour leur demander comment ils vont, comment ils se sentent avec la pandémie, puis s'ils ont besoin d'aide ou s'ils ont besoin d'un service quelconque. On commence, ces appels-là vont commencer au courant de la semaine et se poursuivre un certain temps parce que ça représente quand même une bonne quantité de jeunes. Mais au moins, on va être capable de rejoindre plusieurs jeunes, les jeunes qui sont passés au Carrefour dans les 2 dernières années. C'est parfait. Bien, merci beaucoup pour les compléments d'information.
District Merci, 12, M. Maccabé, la parole est à vous. Oui, merci, Madame la Présidente. De mon côté, je peux juste saluer là, les travaux qui vont débuter là, pour le pont Rivet. Donc, puis vous allez prendre des marches, c'est ça? Vous allez prendre... Pardon, ouais. Puis vous prenez des marches. Oui, tout à fait. On essaie de se garder en forme. OK, c'est ça. Fait que merci et bonsoir tout le monde. Merci. Et merci. District 2, c'est M. Robinson. Oui, Madame la Présidente, je tiens à souligner toujours l'excellent travail de l'ensemble des directions et vos employés. Lâchez pas, on va passer au travail, puis j'ai hâte de revoir tout le monde. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup, M. Robinson. Alors, le district 11, c'est Mme Routier. Tiens, Mme Routier. Bonsoir tout le monde. Ouais. Écoutez, moi, dans le fond, ce que je voulais parler, c'est simplement par rapport au Pont-Rivet, parce que j'ai beaucoup de questionnements de mes citoyens. Vu la COVID, évidemment, les sommes d'argent que le gouvernement provincial est obligé, donne beaucoup. Je voulais juste comme rassurer mes citoyens. C'est vraiment fini, tout. Il n'y aura pas d'aucune façon pour revenir en arrière. Je voulais simplement rassurer mes citoyens et aussi dire à tout le monde qu'évidemment, je suis vraiment contente que le Pont-Rivet, ça continue. Je leur ai dit justement que ça va commencer à bouger. On verra peut-être pas des gens avec des dossards, mais on va commencer premièrement par justement le gaz, les conduites de gaz qu'il faut changer de place. Là, fait que ça, c'est important. Et je voulais dire aussi que j'ai vraiment hâte que ma commission des services urbains et des parcs recommence, que vraiment qu'on replace tout de l'avant, parce que je pense qu'on a quand même beaucoup de travail à faire. Puis je m'ennuie de faire partie de l'organe. Alors, c'est tout. Sur ça, je vous souhaite une belle soirée. Merci. Puis du vélo peut-être un peu, hein? C'est ça? Oui. Exact, oui. Voilà. Madame Pelletier. Oui, merci, 3. Madame la Présidente. Oui. Pardon? J'ai dit District 3. Allez-y. D'accord. Merci, Madame la Présidente. Simplement pour souligner le décès d'un grand mélomane repentinois. Peut-être que plusieurs d'entre vous êtes déjà au courant. Il s'agit de M. Laurent Miguet, qui est décédé samedi dernier, avec un âge honorable de 94 ans. On se rappelle que M. Miguet était un des membres fondateurs de la RAM, qui signifie l'Association repentinoise pour l'avancement de la musique, mieux connue maintenant sous le nom de la RAM Musique. On sait que M. Miguet est aussi à l'origine des messes dominicales qui se déroulent à la paroisse Péché-Sang durant les mois de juillet et août. Et ces messes dominicales permettent aux repentinois de faire connaissance avec les artistes de la relève. Et on sait aussi que M. Miguet, il était à l'ouverture des travaux du théâtre Alphonse Desjardins. Fait que je pense qu'il serait tellement fier. Il aurait été tellement fier de voir le théâtre Alphonse Desjardins, surtout avec notre grand diffuseur, qui est un diffuseur reconnu de la musique classique, qui est la RAM Musique. Alors, je profite de l'occasion pour offrir mes condoléances à sa dame, à son épouse, de même qu'à toute sa famille. Et par le fait même, un gros bravo à tous nos employés, à toute l'équipe, que ce soit des travaux publics, que ce soit des services de sécurité, circulation, services incendie, alors à tous les employés. Un gros bravo. On sait que les citoyens sont derrière vous quand on voit les commentaires qu'on retrouve sur Facebook. Alors, merci encore. Bonne soirée. Je ne dirais pas bon retour à la maison parce que nous sommes tous dans nos maisons. Merci beaucoup, Mme Deschamps. Merci, Mme Pelletier. Alors, M. Buteau. Oui, merci, Mme la Présidente. En fait, mon intervention ce soir, c'est pour partager peut-être plus mes préoccupations, là, ou plutôt les préoccupations qu'on a à l'Alliance par rapport à la fermeture là, du tunnel Mont-Royal. On avait déjà discuté l'hiver dernier. On s'était rendu là, ma collègue Mme Robillard et moi-même, à la rencontre là, de différents intervenants là, d'Exo. Entre autres la direction générale, pour leur faire part de nos préoccupations par rapport aux mesures d'atténuation. On se rappellera que la fermeture du tunnel Montréal qui était prévue initialement l'hiver dernier en raison des travaux du REM, ce qui allait occasionner là, des maux de tête affreux aux usagers des lignes de Deux-Montagnes et celle qui nous intéresse le plus, celle de Mascouche. Ça avait été
interruption des chantiers du REM en raison là, de la COVID. Il y a ensuite eu, je pense que c'est deux reports, mais là, c'est fait depuis hier. Le tunnel Mont-Royal est fermé. Les mesures d'atténuation qui étaient annoncées depuis le début du projet nous semblaient déjà insuffisantes. C'est évident qu'avec le déconfinement et les mesures de distanciation sociale qui devront être mises en place, on va se retrouver avec un abandon du transport collectif au profit de la voiture avec son corollaire, la congestion monstre qui fait malheureusement la réputation de notre ville depuis plusieurs années. On l'entend constamment le matin, comme certains ne manquent pas de le souligner avec la fameuse chanson « On the Road Again » à l'émission de Paul Arcand. C'est important de se rappeler qu'entre 2014 et 2018, on a eu une hausse de seulement 4 % d'utilisation du transport en commun. Et ça, c'est pour la grande région de Montréal. C'est la pire augmentation d'utilisation en 20 ans. Et pour la couronne nord, on parle de 3 % là, selon la plus récente enquête origine-destination de l'Autorité régionale de transport métropolitain, la RTM. Alors que même, qu'on comptabilise même là, les usagers qui utilisent leur voiture pour une partie du trajet, par exemple, pour se rendre au métro. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il va falloir suivre l'évolution de près et que les autorités en transport collectif, le MTQ et les partenaires exploitants comme EXO puissent s'adapter rapidement et innover parce que le transport collectif va être carrément abandonné là, par ses usagers de la Couronne Nord. Donc, ça complète là, mon intervention pour ce soir et je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous. Bien, merci beaucoup pour ces commentaires, M. Buteau. Alors, M. Sylvain Benoît. Merci, madame. Donc, on sait qu'avec le déconfinement qui a commencé, on sait que il y a beaucoup de bruit de fond. Hein? Oui. On sait que la construction résidentielle et commerciale ont commencé, donc on s'attend d'avoir plusieurs demandes de permis aux services. Donc, le CCU va avoir à traiter de plus en plus de dossiers. On va faire du rattrapage dans les prochaines semaines ou même mois. Deuxième dossier, c'est les camps de jour. On sait qu'il y a une inquiétude actuellement chez les jeunes familles, savoir là quels camps de jour qui vont être ouverts. J'inviterais donc les familles à aller sur le site Internet de la ville, à aller remplir un sondage et en même temps s'informer sur la disponibilité des camps de jour. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup, M. Benoît. Alors, M. Jean Langlois. Oui, Mme Deschamps, c'est bizarre, mais vous m'entendez? Oui. Les autres, s'il vous plaît, si vous pouvez mettre vos micros à la fonction muette, s'il vous plaît. Ça fait des bruits de fond. Allez-y. Je sais, Mme Deschamps, que vous faites votre possible, là, autant les villes de Mirabel, Mascouche, Terrebonne et Repentigny, la table des préfets élus de la Couronne Nord, le TECM qu'on appelle, que vous êtes là-dessus depuis quelques années, plusieurs années. Moi, c'est dans la même lignée que M. Buteau, là, c'est une drôle de coïncidence, mais j'ai reçu un appel hier suite à un usager là, qui était vraiment en grogne, et j'en ai reçu un autre juste avant la séance. Effectivement, et suite à l'article de M. Bruno Bisson dans la presse de lundi, on fait allusion qu'au lieu de 65 minutes habituelles, le trajet Mascouche-Centreville, ça prend plus de 1h45 minutes. Moi, je l'ai souvent soulevé, je trouve ça étonnant de voir qu'on en arrive à une résultante et mise en application à cause du réseau express métropolitain, après avoir mis plus de 850 millions de dollars pour faire une voie réservée Couronne Nord dans le centre de la 640 pour arriver au nord de la ville, puis nous amener jusqu'au centre-ville. On le faisait à peine en 60 minutes, donc pas 1h45 minutes. Ça, c'est si les gens descendent pour prendre le métro Sauvé. Ils doivent d'ailleurs descendre de Exo 5 puis s'en aller à pied pour prendre la ligne orange.
Sinon, c'est de rester dans le train et de contourner Mont-Royal pour amener vers la gare centrale. À travers tout ça, c'est ma grande déception de voir que on n'améliore pas notre sort dans l'est du territoire. Là, on a un gouvernement caquiste avec Mme Chantal Rouleau. J'espère juste que ça va se faire sans aucun délai pour la réalisation du REM, parce qu'on va effectivement, comme je me rends compte des chiffres que M. Buteau vient de mentionner, on va perdre la clientèle, puis pour un coût qui nous a coûté excessivement cher, 850 millions sinon plus, pour amener cette voie qui nous emmène en soi à des gens de notre ville qui va prendre 1h45 aller, 1h45 retour. C'est du temps, pas à peu près. Possiblement que la COVID-19, il y a beaucoup de gens qui vont peut-être faire du télétravail, mais il reste qu'on les vraiment les enfants pauvres de la Couronne Nord, de prendre autant de temps pour amener nos usagers, nos citoyens, nos payeurs de taxes au centre-ville. On sait que c'est là qu'est le centre nerveux de notre région. Mais moi, je trouve ça bien désolant de lire l'article de Bruno Buisson dans la presse, de faire état que c'est ce qui est la résultante de ce qui nous arrive et ce que les gens qui sont les usagers devront vivre pendant, je dirais, quelques années avant de réaliser ce grand projet du réseau express métropolitain. Je peux pas comprendre, comme j'ai déjà mentionné, qu'on n'a pas fait en soi d'avoir un deuxième tunnel. Quand je vois la route de la soie en Chine qui va relier au moins une quarantaine de pays sur des centaines de milliers de kilomètres qui vont joindre jusqu'en Europe occidentale, puis on n'est même pas capable d'arriver, nous autres, à faire de quoi. Puis c'est qui est la résultante, c'est de dire à nos usagers, ben c'est ça, restez quasiment 1h45, 2 heures dans le train le matin, 2 heures le soir, perdez 4 heures sur une journée de 24, c'est la résultante de ce qu'on a. En tout cas, je présume que vous faites votre possible à la table des préfets, mais là, je suis quand même fort déçu, puis je vous invite de lire l'article de la presse de lundi. Fait que c'était mon intervention des membres du Conseil. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, M. Langlois. Alors, Mme Jennifer Robillard, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. J'espère qu'aucun des enfants viendra interrompre ma conversation ce soir. Donc, je voulais m'entretenir, dans le fond, avec vous sur un point que j'avais déjà commencé à aborder dans les différentes rencontres, dont notamment le Conseil de ville du mois dernier, sur les dossiers environnementaux, parce qu'on parle beaucoup de relance des activités, puis on a tous bien hâte de retrouver un semblant de normalité. Et puis, justement, moi, comme Mme Routier a mentionné, j'ai vraiment hâte de retrouver ma commission environnementale sur laquelle je siège et sur laquelle de nombreux beaux projets sont en chantier. Les équipes là, sont extrêmement sollicitées. Il y a beaucoup de travail pour s'adapter de toutes parts. Donc, je comprends là, que ce n'est pas nécessairement d'entrée de jeu la première commission là, qui se met à pied d'œuvre. Pourtant, l'équipe travaille sur des beaux projets. On avait notamment donné le mandat là, de faire une étude avec la firme, ou plutôt l'organisme IPLEI pour l'adaptation au changement climatique, voir comment notre municipalité peut travailler en ce sens. Donc, c'est comme le moment présentement de faire des choix pour la relance économique, mais j'aime bien utiliser le mot transition. Je pense que c'est partagé par plusieurs membres du Conseil. On a l'occasion là à saisir collectivement pour relancer, pour innover pour notre société. Puis, il y a beaucoup de choses qui tombent dans la cour des municipalités. Il y a des beaux projets qu'on est capable de mettre de l'avant. J'ai justement demain là, une formation avec l'UMQ sur l'aménagement en agriculture urbaine pour les municipalités. Donc, ça tombe. Il y a plusieurs citoyens là, qui nous demandent des poules, qui nous demandent des maisons écologiques de différentes façons. Donc, je pense qu'on a l'occasion d'innover. Puis, quand on parle d'environnement, que ce soit la commission environnementale, on ne peut pas se penser sur tout. Je pense que c'est l'affaire de la collectivité. Puis, il y a des beaux projets qui peuvent être faits quand on parle autant d'aménagement au niveau de l'urbanisme, de revoir les quartiers, quand on pense aux écoquartiers. Qu'est-ce qui peut être fait à Repentigny pour qu'on aille de l'avant dans une nouvelle façon de voir les choses, quand on parle de nos grands projets, quand on parle des grandes constructions qui sont faites. Donc, qu'on ait cette teinte collective verte pour le développement durable. Donc, vous savez que ça me porte à cœur, comme plusieurs autres, bien sûr, au sein du Conseil. Donc, je me dis, pendant que je ne suis pas à la commission environnementale, tout le monde, dans chacune de vos commissions, si on peut porter collectivement le chapeau de développement durable, on va pouvoir sortir plus fort de la crise de la COVID, qui, en quelque sorte,
On peut se le dire, mais même si c'est une tragédie, on va se retrousser les manches puis tirer du beau de tout ce qui va s'être passé là, pour notre municipalité. Je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup pour tous ces mots, Mme Robillard. Alors, là, je serais rendue à Cécile, le district 4. Oui, bonjour, Madame la Présidente. Vous m'entendez bien? Oui. Oui. OK, parfait. Donc, depuis le début de la pandémie, et je parle à tout le monde, on surnomme les membres du personnel du système de santé, puis j'ai plusieurs de mes consoeurs et confrères à qui je pense, nos anges gardiens. Hein? On sait qu'il y a plusieurs CHSLD. Il y a un hôpital aussi sur notre territoire, sans oublier Joliette, qui n'est pas trop loin. Mais il y en a d'autres anges gardiens. Et je tiens à souligner justement leur travail. Je pense à nos employés et à l'équipe qui, en ce moment, travaille à la vigie. Pour ceux qui ne le savent pas au niveau des citoyens, comme le dit si bien M. Buteau, au bénéfice des citoyens. Alors, nous avons un comité, le comité COVID. Donc, je tiens à souligner celui qui préside ça. On parle de M. Jean Barthelot, celui qui est je l'appelle le chef pompier, mais c'est plus le coordonnateur, oui. Voilà, c'est le coordonnateur. Il y a notre directeur général, il y a M. Legault, il y a notre directeur général adjoint. Et un qui travaille fort, les citoyens le connaissent peu, c'est Jean-François Hutchins au niveau des ressources humaines dans ce temps de pandémie où justement il y a tout un travail de coordination parce que ça continue à travailler, les gens continuent à travailler. M. Hutchins fait un travail extraordinaire. Le secteur, la sécurité publique, Madame Deschamps, donc Hélène Dion et son équipe qui travaillent très fort pour s'assurer justement que les règlements soient respectés. Alors, je tiens personnellement à les féliciter et à les remercier. Et tous les vendredis, nous avons notre réunion, nous faites excusez le terme anglais, mais un debriefing, justement sur l'état de la situation. On se colle aux recommandations de la santé publique, on se colle aux recommandations de M. Legault, ainsi que M. Trudeau, et ça va bien. Monsieur Legault, François Legault, hein, c'est ça. Monsieur François Legault, oui. Oui, François Legault. Ça fait bien des logos, excusez-moi. Madame Jennifer parlait du développement durable, et je la comprends, c'est notre préoccupation, même au niveau de l'équipe des champs, mais là, je vais parler comme présidente de la Commission des sports et activités physiques. On le sait, nos sports amateurs, nos fédérations ont dû cesser leur activité. Mais je vous le dis, on le voit, les gens poursuivent leur sport individuel. Mais tout en respectant quoi? En respectant les consignes de la santé publique. Alors moi, j'invite la population parce que lorsqu'on parle de santé physique, de saines habitudes de vie, on parle aussi de notre santé mentale et c'est important. Donc la marche, la course, il y a du Zumba en ligne, il y a certains de nos citoyens qui sont pleins de ressources. Ils ont même parti des activités en ligne pour des exercices le soir ou même le matin. Alors c'est super intéressant. Moi, je dis toujours que l'équilibre réside dans la pratique quotidienne du sport. Et ça, c'est super important. Alors, j'invite la population, tout en respectant naturellement les règles de distanciation. Par rapport au sport, il y a un organisme qui existe qui s'appelle SportAide. SportAide, c'est un organisme du Québec. SportAide a décidé de faire quoi? Ils ont décidé d'élargir leur offre d'accompagnement à la communauté sportive québécoise. On le sait qu'il y a plusieurs... Alors, une petite minute, oui. Mme Hénault. S'il vous plaît, pouvez-vous vous assurer que vos micros sont mis sur la fonction muette? Merci, parce que là, il y a vraiment distorsion. Moi, je t'entendais quasiment plus. Alors, allez, Mme Hénault. Là, j'ai juste entendu sport aide, hein? C'est ça? Il y en a qui respirent dans leur appareil, je crois, mais bon, c'est un autre sujet. Alors, le sport aide, c'est juste pour dire, parce qu'on le sait en ce moment, quand je pense à René Cournoyer qui s'en allait aux Olympiques, lorsque je parle à d'autres jeunes qui étaient prêts justement à atteindre leurs rêves, puis là, on parle beaucoup de résilience. Alors, sport aide. Vient en aide justement aux sportifs, vient en aide aux bénévoles du sport, vient en aide aux entraîneurs. Alors, ils ont un site web qui propose des outils d'information, de sensibilisation qui sont destinés, comme je disais, aux athlètes, aux parents, aux officiels, aux bénévoles justement, puis leur donne des outils dans ce temps de pandémie. Alors, ça peut devenir intéressant. Ma consoeur Josée Mayotte est la présidente de la commission famille aînée. Elle fait un très, très beau travail. Tantôt, elle a parlé des jeunes, mais il y a quelque chose qui s'en vient sur notre territoire et que ça va être une des premières maisons à être construite. Je parle de la maison des aînés. S'il vous plaît, il y a quelqu'un qui parle dont le micro n'est pas fermé. Donc, cette maison des aînés, pour ceux qui ne le savent pas, va permettre
mettra 48 places à la disposition de la parler de... S'il vous plaît, Sylvain, je crois que ton micro n'est pas fermé. Éric ou Sylvain, s'il vous plaît. J'ai presque terminé, Mme Deschamps. Je voulais juste dire au niveau de la maison des aînés, parce que je trouve que c'est important d'en parler. Oui, absolument, allez-y. allez-y. Nouvelle dans ce temps difficile. Donc, il va y avoir 24 places pour les aînés, puis 24 autres pour adultes ayant des besoins spécifiques. Cette maison, là, ça va offrir aux résidents un milieu de vie à dimension humaine. Ça va être constitué de 4 unités climatisées de 12 places chacune. Puis ça va comporter quoi? Des chambres individuelles avec des toilettes, des douches adaptées pour chaque résident avec leurs besoins propres. Moi, je trouve que c'est exceptionnel, puis on va voir ça chez nous. Pour ceux qui se demandent à quel endroit, il va y avoir la maison des naissances, mais ça va être vraiment à l'est de Repentigny, près du boulevard Louis-Philippe-Picard. Alors, c'est un beau projet. Et pour terminer, Mme Deschamps, je tiens à souhaiter mes sincères condoléances aux citoyens qui ont perdu des êtres chers. Il y en a plusieurs sur notre territoire. Alors, il y en a qui sont décédés de la COVID, il y en a d'autres qui sont décédés, mais on n'a pas eu le temps de leur dire au revoir. Alors, mes sincères condoléances, puis ça va bien aller. Merci. Merci beaucoup. Désolée pour le bruit de fond, Mme Hainaut. Monsieur Hainaut, Raymond de son prénom, district numéro 7, ça serait à vous. Voilà. Donc, on se rend compte que malgré la pandémie, ça n'arrête pas le monde de vivre. Énormément d'actions. Déjà, en regardant ce soir ce qu'on a accepté en termes là, de propositions, alors, c'est quelque chose d'envergure, donc des dossiers qui nous ont été présentés, bien présentés. Ça s'en va de l'avant. Là, qui va en bénéficier, bien, c'est l'ensemble de notre population. Et ça, c'est heureux qu'on parle d'immeubles, qu'on parle de rues, de réparation ou de rues neuves et autres, tout ce qui a été mentionné. Je ne peux pas tout mentionner ça. Je trouve que c'est des choses, après que c'est fait, que c'est sur le papier, qu'on s'en va à la réalisation, c'est simple. Mais tout au long de ça, ça allait être tout un cheminement, des recherches que nos gens ont dû faire exécuter. Et sous la direction de notre habile direction, alors on se rend compte qu'il y a une atmosphère qui est agréable et qu'on arrive avec des projets qui sont très, très importants. Et on se rend compte que ça vient rencontrer le comportement de mes collègues, l'ensemble des collègues. Alors, on s'interroge et on pose des questions pour les 15 jours, pour les ci, pour les ça. Et on retrouve ce soir des éléments qui vont être mis en application. D'autres sont en venir. Et ça va nécessiter, bien sûr, à ceux qui travaillent beaucoup plus de temps là, à préparer tout ça, parce que là, il faut tenir compte d'une foule de choses au niveau sécuritaire, les distances, les barrières, les ci, les ça, donc ça va manger quand même du temps. Et malgré tout ça, on arrive à livrer, encore une fois, la marchandise. Alors ça, c'est de quoi de précieux, à mon avis. Donc, même si c'est une année particulière, alors ça va nous faire grandir, parce qu'il y a des choses qu'on va faire autrement, qui seront peut-être aussi bonnes, tout en prenant des précautions. Jennifer, tantôt, parlait là, au niveau de l'environnement, qu'on regarde de quoi de très simple et d'une base. Alors, juste l'entretien. Alors, les gens sont beaucoup plus sensibles pour avoir l'occasion d'en discuter avec des citoyens, beaucoup plus sensibles à entretenir leur environnement. Dès qu'il y a de quoi qui déborde, on en entend parler. Donc, il y a une préoccupation qui est présente et ça, bien, c'est fort, fort important. Et malgré tout ça, bien, il y a une atmosphère agréable. Moi, si je regarde les employés que je croise, alors de voir leur attitude, ils sont contents de faire ce qu'ils font. Alors, tout le monde est tellement impliqué, alors qu'on arrive à faire des choses qu'on ne pensait pas des fois qu'on avait un talent pour aller aussi loin. Donc, moi, je dis bravo enfin à tout le monde, tous ceux qui jouent un rôle important. Et nous, bien, qui vous alimentent et que vous nous alimentez, donc il y a un va-et-vient de ce côté qui nous permet de réaliser, qui va nous permettre de réaliser encore une fois de belles et grandes choses pour la collectivité, puis pour le bien-être, l'amélioration de la qualité
la qualité de vie de nos citoyens. Alors, bravo, lâchons pas. Alors, on a du plaisir à faire ce qu'on fait. Puis quand il y a du plaisir, c'est la vie. Bon. Bravo. Merci. Alors, une note positive. Et je finis avec M. Chartré, District 5. J'ai pas oublié personne d'autre, là, hein? Oui. Je vous avais pas oublié. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ben, moi aussi, ça se fait sur une note positive. En premier lieu, j'aimerais remercier l'ensemble des membres du Conseil qui ont entériné le point à l'ordre du jour, le 7.2, l'ordre. Le 7.2 qui était l'acquisition du 60 rue Aubert et également la cession du terrain là, sur la rue Jacques-Plante pour l'implantation de la Maison des aînés. Je remercie l'ensemble des membres du Conseil parce que c'est une démarche qui est importante aujourd'hui. Vous savez, on a déjà chez nous, sur notre territoire, l'espace ITEC qui est déjà existant, qu'on a inauguré il y a 2 ans. Et là, la place Aubert, je l'appelle comme ça, phase 2. Phase 2 parce que, comme je vous dis, déjà la place ITEC est existante. C'est un espace actuellement qui est déjà à saturation. Malgré qu'il est mis en place seulement depuis 2 ans, les entreprises qui œuvrent dans le domaine technologique sont déjà dans cet espace et l'espace est déjà complet. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que ce projet-là, il a quand même été initié il y a plusieurs années, 2-3 ans même. Et aujourd'hui, ben, c'est pas de l'improvisation. C'est le travail se faisait déjà pour une acquisition d'envergure là, comme celle qu'on fait aujourd'hui. Et d'autant plus que s'inscrit parfaitement dans notre plan d'urbanisme parce que, regardez, ce futur bâtiment-là va être implanté dans notre quadrilatère technologique qu'on avait déjà défini dans le passé, puis qui était en plein centre de ce territoire-là. Et malgré, tu sais, on vit une situation un petit peu particulière par rapport au COVID, mais si on écoute, si on est attentif parce que nos gouvernements disent dans leur discours, regardez, tout le travail qu'on a fait depuis plusieurs années, que ce soit pour CITEC qui travaille beaucoup pour le commerce intelligent, le commerce en ligne, les technologies expérientielles. Regardez, le COVID aujourd'hui nous rappelle très fort que les entreprises qui s'en sortent le mieux aujourd'hui, c'est celles qui avaient déjà pris le virage numérique. Et nous, depuis 3 ans, on a implanté notre espace CITEC. Depuis 2 ans, mais 3 ans que le projet existe. Et on est en plein dedans. On voit la pertinence d'avoir pris l'initiative de changer un petit peu notre économie pour la tourner plus dans des domaines d'avenir comme celui-ci. Le gouvernement parle également très fortement les CHSLD, toutes les problématiques là, au niveau de nos aînés qui vivent dans ces milieux-là. Mais regardez, la Maison des aînés, elle va être probablement la première qui va être implantée sur le territoire québécois, on va le faire chez nous. Puis regardez, c'est un autre élément qui est extrêmement positif. Puis dans une seule résolution, on est allé chercher 2 solutions qui étaient gagnantes et 2 projets structurants. Mais je pourrais même rajouter un autre élément qui est fortement dans le discours du gouvernement, c'est quand il parle de favoriser l'achat local, quand il parle d'avoir une autosuffisance alimentaire. Ben, en même temps que nous avons initié notre projet CITEC, ben, on a pris notre projet également, qui est le projet AgTech. Moi, aujourd'hui, j'étais à une conférence avec des partenaires et des entreprises qui veulent œuvrer autour de notre zone AgTech qu'on a mis en place là, récemment. Et je vous dirais l'autosuffisance alimentaire, l'achat local, la production d'agriculture dans un milieu de vie direct qui nous enlève de l'emprise de l'importation. J'ai entendu notre confrère District 8, Jennifer, l'agriculture urbaine. C'est toutes des choses là, qui rentrent en parfaite ligne avec ce qu'on fait déjà depuis 3 ans. Puis aujourd'hui, c'est seulement aujourd'hui, depuis quelques semaines, que le gouvernement le dit de façon quotidienne. Alors moi, je me dois de féliciter tous les initiateurs de ces projets-là, parce que on parle de vision, c'en est une vision, c'est quelque chose qui se fait à long terme. Mais regardez, quand on travaille fort, regardez, 2 ans, 3 ans plus tard, aujourd'hui, on est aux premières lignes de ces projets-là. Ces 3 projets que, regardez, il y a 1100 municipalités au Québec, puis je suis convaincu qu'il y en a 1100 qui voudraient avoir ce qu'on a aujourd'hui.
Alors moi, je tiens à féliciter tous les membres du Conseil pour avoir entériné cette proposition-là. Et bien sûr, ça va nous permettre à nous, chez SINOV, mais bien sûr, tous les partenaires également, nos partenaires de la MRC, les autres villes qui sont également participantes à ce projet-là, de pouvoir aller de l'avant et de permettre à SINOV de pouvoir avancer pour, justement, déployer davantage nos projets. Alors, le projet Aubert, c'est une excellente nouvelle et je remercie l'ensemble des membres du Conseil. Bien, merci beaucoup, M. Chartré. De fait, moi, je pense que quand on a eu la triste nouvelle, la fermeture complète d'Electrolux en 2012, on était placé devant un autre genre de tragédie, il faut s'en souvenir, mais c'était quand même 1300 familles, donc c'est des personnes, mais on sait que c'était des familles qui étaient, dans le fond, du jour au lendemain sans travail, mais avec, je vous dirais, des milliers d'emplois en périphérie, quand on pense dans le fond, ce qu'on appelle toute l'économie circulaire, donc les fournisseurs qui se retrouvaient le bec à l'eau parce que plus dans de grandes entreprises. Et moi, je veux saluer à mon tour toutes les efforts qui ont été faits autant et déployés par les gouvernements qui se sont succédés, mais qui nous ont toujours appuyés. Puis on voit aussi les beaux résultats. Fait que vous avez bien raison, comme président de SINOV, d'être bien fier de ça. À mon tour, peut-être de féliciter toute l'équipe des mesures d'urgence. Mme Hainaut l'a fait tantôt, puis y compris les employés. On sait que le coordonnateur, c'est M. Barthelot. Mais dans la longue liste des gens, alors on comprend que c'est, dans le fond, l'état-major de la commission, du comité d'urgence qui est là. Mais il y a quelqu'un qui met, je ne sais pas, je pense qu'on est rendu à presque 2000 communiqués ou réponses qu'on fait, que ce soit aux citoyens pour les rassurer, donner la bonne information ou bien les diriger pour qu'ils l'obtiennent. Mais c'est le service des communications avec en tête Mme Girard. Mais je ne vous renommerai pas tous, mais de fait, M. Legault, je tiens à vous féliciter personnellement. Dominique aussi, là, qui est au bout, Dominique Lompré, qui est au bout du fil. Mais c'est sûr que sans vous autres, écoute, moi, je vous accompagne. C'est sûr que depuis le 13 mars, c'est déjà loin, hein, mais je vous dirais que ça fait seulement 2 week-ends qu'on n'a pas de réunion des fins de semaine. Alors nous, vous savez, moi je le dis pour la population et je le rappelle aussi aux membres du Conseil, c'est une chaîne, hein, c'est un travail à la chaîne. Alors, c'est sûr qu'on suit religieusement, pas dire, en fait c'est rigoureusement, mais pour pas dire religieusement, toutes les consignes et directives des gouvernements, soit celui du Québec ou du Canada, mais aussi les instructions de la santé publique, parce que vous voyez comme moi comment ce qui pèse lourd dans les décisions du pays comme du Québec. Mais une fois que les orientations sont prises, ça tombe où? Mais sur les épaules des municipalités. Puis les épaules des municipalités, c'est nous. Fait que on est occupé pas mal. Puis, tu sais, c'est ça une ville, hein? Ça dort jamais. Fait qu'il faut s'en occuper, les services à la population. Vous savez, la collecte des ordures, tout c'est fait, là, j'ai envie de dire presque normalement. Alors, et puis il faut que ça continue comme ça. Fait que là, on rentre dans une autre phase qui est le déconfinement, qui va être tout aussi prenant parce que, tu sais, avec les nouvelles normes sanitaires et les règles qu'il va falloir respecter, bien, on est en train, depuis, je vous dirais, 2 semaines, ça nous donne un répit, là. On nous a retardé, comme on est dans le Grand Montréal, ça a retardé d'1 semaine. Mais pour être capable d'accueillir éventuellement non seulement les employés, mais les citoyens. Puis là, on copie des modèles. C'est sûr qu'on est aidé par l'Union des municipalités du Québec, les meilleurs, la Fédération canadienne des municipalités, donc des grands modèles, des guides aussi sur comment vont se comporter nos employés avec masque ou cache-visage, puis dans le fond, des isoloirs pour être capable de recevoir aussi les citoyens qui ont besoin de venir sur place. Donc, on va être prêts pour ce grand rendez-vous.
Et puis, en fait, je vous dirais juste en matière de transport collectif, alors c'est sûr qu'il faut surveiller beaucoup ce que publie l'autorité, la RTM, l'Autorité régionale de transport métropolitain. Alors, moi, je suis tout à fait consciente de ce qui nous manque. Alors, non seulement à Repentigny dans notre MRC, mais sur la Couronne-Nord. Et il faut surveiller les consultations publiques qui seront lancées tout de suite après l'annonce du déconfinement pour le plan stratégique de développement, parce que c'est là qu'on va pouvoir inscrire notre vision de développement pour l'ensemble de la Couronne-Nord et nous en faisons partie. D'ailleurs, il y a eu la semaine dernière un plan de relance économique fait conjointement par la Communauté métropolitaine de Montréal et l'Autorité régionale de transport métropolitain. Et qu'est-ce que ça fait, l'autorité d'envie? Bien, je dis, ça gère et ça planifie du transport. Alors, puis on le sait, c'était pour répondre aussi à l'invitation du gouvernement de M. Legault, à savoir si vous avez des projets, dites-nous quelle pourrait être votre contribution pour relancer l'économie au Québec. Bien, le Grand Montréal, qui est la CMM, bien, c'est la moitié de la population du Québec. Et si la moitié, si le territoire de la CMM ne se porte pas bien économiquement, ça donne une bonne idée de scolaire, l'économie dans le reste du Québec. Et c'est la raison pour laquelle il y a toute une liste de projets qui a été déposée et appuyée par les deux instances, CMM et la RTM, et envoyée au gouvernement. Alors, pour dire qu'on est présent. Alors, des projets qui, dans la planification, étaient soit prêts à être réalisés, donc avec les sommes qui étaient budgétées au niveau de la RTM, et d'autres projets qui sont en planification et qui pourraient prendre, dans le fond, une vitesse qui pourrait, dans le fond, être planifiée plus rapidement, donc en accéléré. Alors, c'est une liste de projets intéressants pour nous, parce que s'inscrit là-dedans nos voies réservées qui sont, dans le fond, une issue vraiment salutaire pour soulager la congestion. Autre chose aussi, toujours dans le contexte de la pandémie, vous avez certainement vu ça passer parce que s'il y a un secteur qui est très, très, très affecté, c'est bien celui de la culture, c'est le milieu culturel au complet. Alors, avec toute sa diversité, ses disciplines, les diffuseurs, les artisans, les artistes aussi. Alors, on le sait, partout au Québec, les activités, les événements culturels de grande masse ont été annulés d'ici la fin du mois d'août. Et puis, je n'ai pas besoin de vous dire comment ça se passe dans les grands plateaux de diffusion. Alors, là, le débat, on attend, dans le fond, encore des orientations, mais moi, j'ai accepté parce que c'est un projet qui nous tient à cœur à la CMM déjà depuis longtemps. Alors, à moi aussi, plus spécifiquement, on a tellement des belles réussites, puis on est tellement un beau modèle de référence en matière de mutualisation de la culture dans notre MRC de l'Assomption, avec la gestion faite par le théâtre Hector Charland, qui vient, dans le fond, porter, je veux dire, son aide et son expertise dans la gestion de la future salle de spectacle, mais aussi les activités culturelles qui se déploient sur nos plateaux de diffusion ici et partout dans notre MRC. Alors, moi, j'ai accepté de présider la table qui est toute nouvelle, une table de concertation métropolitaine en culture. Alors, c'est sûr qu'on est au niveau des balbutiements, mais on veut être la courroie de transmission, puis le petit trait d'union qui va faire en sorte que 82 municipalités vont pouvoir vraiment échanger sur ce qui se fait, les bons coups qui se font chez nous dans le monde municipal et mutualiser nos forces vives en matière culturelle. Ça, la CMM a déjà des outils pour faire ça. Alors, sur ce, ben, je vous dis santé, parce que maintenant, on sait ce que ça veut dire, le mot santé. Alors, à la prochaine et portez-vous bien.